David d'abord pour ton invitation et puis pour la présentation. Non seulement David m'a invité à parler aujourd'hui, mais il m'a fait le plaisir de m'inviter hier soir au restaurant. Et à Lyon, Dieu sait si on mange bien et si on boit bien. Donc si je ne suis pas aussi clair que ce que David vous a annoncé, c'est probablement la faute au repas d'hier. Donc je vais vous parler, en fait, David a planté le décor de manière générale sur les données de vraie vie. Et donc je vais vous parler un petit peu plus en détail de l'exemple qu'il a déjà introduit, et puis je vais surtout parler des méthodes statistiques qu'on pourrait imaginer d'utiliser pour ce genre de problématique. Donc voici, mes diapos sont en anglais, je m'en excuse, je vais parler français, mais les diapos sont en anglais. Donc, je vais commencer par l'exemple des données dont David a déjà parlé, les données d'ESME, dans le cancer du sein métastatique. Ensuite, je parlerai donc des avantages et des inconvénients de la donnée de la vraie vie. Et je passerai le plus gros du temps de cette présentation à parler des variables de confusion qui sont vraiment le problème avec les données de vie réelle ou de vraie vie. Et donc, comment on peut effectivement utiliser des principes d'inférence causale pour essayer quand même de faire de l'inférence malgré que les données ne soient pas aussi idéales qu'on le souhaiterait. Et puis, je vais finir un petit peu en digressant sur les mêmes thèmes que ce que David a déjà annoncé avec l'utilisation des objets connectés. Alors donc la situation à laquelle on va s'intéresser pour commencer, c'est le cancer du sein métastatique. Il y a en fait deux possibilités de traiter les malades en première ligne, ou en tout cas il y a une dizaine d'années, il y avait deux possibilités. C'était le paclitaxel seul ou le paclitaxel combiné avec le bevacizumab, l'Avastin. Et le choix pour les cliniciens n'était pas clair à l'époque. Comme je vais vous le montrer dans les diapos suivantes, il y avait ces deux choix. Lequel fallait-il choisir? Donc, l'histoire de l'Avastin, vous la connaissez probablement. C'est une molécule qui est très active. Qui a été en fait approuvée dans le cancer du côlon métastatique pour commencer. Ensuite, cancer du poumon. Et puis ensuite, il a été approuvé par la FDA en Accelerated Approval, donc sur base d'essais cliniques qui montraient une très bonne différence, une différence solide et robuste sur la progression-free survival, donc la survie sans progression. Et malheureusement, 3 ans plus tard, cette approbation a été retirée par la FDA qui a considéré qu'il n'y avait pas de bénéfice de survie et que par conséquent, il n'y avait pas place pour ce traitement en première ligne du cancer du sein. Même raisonnement à l'IME, donc voici les indications qui sont actuellement approuvées par l'IME, le cancer du sein métastatique n'y figure pas. Donc voyons un petit peu les données en détail. Voici les 3 essais d'enregistrement, les pivotal trials, comme on les appelle, les essais d'enregistrement de l'Avastin, 2 essais aux États-Unis, un essai hors États-Unis, et qui ont tous comparé un traitement avec le même traitement plus l'Avastin. Et vous voyez qu'en termes de hazard ratio, donc en termes de risque sur la survie, l'Avastin réduit fortement le risque, sur la PFS, donc la Progression-Free Survival, vous avez un effet très significatif de l'Avastin sur ce critère, donc sur la survie sans progression. Très convaincant, donc suffisant pour approuver cette molécule, mais quelques années plus tard, comme je vous l'ai dit, une méta-analyse de ces 3 études a été présentée à l'ASCO en 2010, montrant pas de bénéfice de survie du tout. Un hazard ratio de 0,97, comme on dit chez moi, donc disons 1, pas de bénéfice en survie, malgré une petite séparation des courbes au cours de la première année. Donc c'est pas très bon. Et puis ESME, donc ce réseau des centres anticancéreux en France, qui a mis cette méthodologie en place pour collecter les données, pour standardiser les données, pour analyser les données, a donc cette base de données avec 14 000 patientes qui ont cancer du sein métastatique, dont finalement 3 400 sont éligibles pour faire une comparaison en vie réelle des patientes qui ont reçu l'Avastin par rapport à celles qui ont reçu le paclitaxel seul. Donc exactement la même question, mais en vie réelle. Et puis quand l'analyse est faite par David et collègues, il montre un hazard ratio de 0,67. Donc ça, c'est quand même pas mal. Or, le médicament n'est plus sur le marché, donc est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un médicament actif? Donc voilà, en résumé, ce qui se passe pour l'Avastin, à peu près le même résultat en vie réelle et dans les essais sur la survie sans progression, mais une forte différence sur la survie. Alors, je vais peut-être vous impliquer dans cette présentation et vous demander ce que vous en pensez. Donc, il y a 3 choix. Ou bien vous pensez que les données des essais cliniques sont les plus fiables, ou bien vous pensez que les données de vie réelle sont les plus utiles, ou bien vous êtes entre les deux. Alors, qui est pour les essais cliniques randomisés? Ouh, bon, pas beaucoup. Qui est pour les données de vie réelle? Ouh,
Ah ben ça alors, c'est pas du tout ce que j'attendais. Bon ben, je suis content que vous soyez là alors, parce que ce que je vais vous dire après va peut-être vous faire changer d'avis. Puis qui est entre les deux. Ah, entre les deux, il y a quand même pas mal de gens qui sont entre les deux. Bon, bah, écoutez, je vais essayer de vous... J'ai essayé de discuter ici de, effectivement, pourquoi certains d'entre vous ont raison de dire, bah oui, les données de vie réelle sont plus pertinentes, et puis pourquoi ceux qui croient aux essais cliniques ont raison de dire, bah c'est là qu'on a des bonnes données sur lesquelles on peut vraiment comparer. Donc, quels sont les avantages de la vie réelle? Ben, les avantages, comme David l'a déjà dit, c'est surtout que les données de vie réelle sont vraiment les données de patients dans la vie réelle, alors que dans les essais cliniques, on sait qu'on a une sélection de centres, les centres sont suivis, sont talonnés par les gens qui font la recherche clinique et donc ils sont obligés de se comporter d'une manière exemplaire. Les patients sont extrêmement sélectionnés, les procédures de l'essai sont extrêmement contraignantes et bien vérifiées. Et donc, et même les analyses des essais cliniques, ça je sais parce que je bosse pas mal avec l'industrie pharmaceutique, ben, qu'on le veuille ou non, elles sont biaisées parce qu'on essaye d'être le plus explicatif possible et donc le moins pragmatique possible. Les patients qui vont pas bien, on les vire de l'analyse, ou en tout cas les labos essayent de le faire. Heureusement, on a les agences qui empêchent de le faire, sinon ce serait fait systématiquement. Il y a beaucoup de patients. Bon, vous avez vu qu'il y a 14 000 patientes, donc c'est quand même mieux que les essais cliniques. Et puis de toute façon, on a ces données. Elles sont là, qu'on le veuille ou non, donc pourquoi pas les utiliser? Donc effectivement, on pourrait dire pourquoi pas utiliser ces données, et elles sont effectivement utiles pour décrire ce qui se passe dans la vie réelle, pour voir des toxicités rares, et au niveau de l'efficacité, malheureusement, ces données ne sont pas utiles pour, en tout cas en tant que telles, sans grande précaution, pour décider si un traitement marche ou pas, et c'est ce que je vais essayer de vous prouver dans les diapos qui suivent. Le problème de ces données, c'est qu'elles sont pas elles sont messy, elles sont pas très complètes, il y a beaucoup de missing, c'est des missing not at random, donc toutes les choses qu'on n'aime pas en statistique. Les choix du traitement ne sont absolument pas décidés aléatoirement, heureusement, sinon on se demanderait comment les cliniciens prennent leurs décisions. Et puis il y a une énorme hétérogénéité dans ces données entre les différents centres, même les centres anticancéreux en France. Il est probable qu'il y a des grandes différences d'attitude thérapeutique par rapport aux différents médicaments et aux autres interventions. Par contre, les données d'essais cliniques ont aussi leurs limitations. C'est qu'elles sont générées dans des situations extrêmement artificielles qui ne représentent pas la vie réelle, donc c'est très difficile de les généraliser. Et puis un point sur lequel je reviendrai à la fin de mon exposé, c'est que je pense qu'en fait, la recherche clinique aujourd'hui ne fonctionne plus. Je pense qu'on est au bout de la recherche clinique et je pense que d'ici 5 ans, on aura d'autres modèles de recherche clinique que ce qui existe aujourd'hui, avec des budgets qui sont absolument délirants pour générer du pipi de chat. Donc je pense qu'en fait, le seul avantage des essais cliniques, c'est qu'il y a la randomisation qui nous protège des biais. À part cela, il y a énormément de problèmes avec les essais cliniques aussi. Alors, le principal problème des données de vie réelle, c'est ce qu'on appelle la confusion. C'est-à-dire que quand on essaye d'évaluer l'effet d'un traitement, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas eu de randomisation, donc on ne sait pas comment le traitement a été choisi. On sait que ce n'est pas aléatoirement, mais on ne sait pas comment ça a été choisi. Donc cette confusion, c'est simplement le fait que pour les patients qui reçoivent du bevacizumab, on peut étudier leur survie, ou de l'Avastin, on peut étudier leur survie, et cette survie dépend non seulement du fait qu'ils ont reçu de l'Avastin, mais aussi de leur âge, de leur sexe. Ce n'est pas une faute, parce qu'il y a des hommes qui ont le cancer du sein, et puis de plein d'autres facteurs. Donc voici dans l'étude ESME, dont David vous a montré une diapo, et dont je vous ai montré les courbes de survie, voici les différents facteurs de confusion sur lesquels on avait les données. Donc vous voyez qu'il y a une liste d'une douzaine de ces facteurs qui étaient collectés systématiquement pour toutes les patientes. Donc c'est pas mal, il y a 12 facteurs de confusion possibles, et donc on peut utiliser ces facteurs pour essayer d'ajuster l'effet du traitement en tenant compte de ces facteurs. Il est probable par exemple que les patientes jeunes ont été probablement plus traitées avec l'Avastin que les patientes âgées, par exemple. On peut aller voir ce qui se passe pour chacune de ces variables. Alors comment peut-on faire ça? C'est très classique. On peut d'abord utiliser des modèles d'ajustement, les modèles de Cox en l'occurrence, où en fait on utilise les variables qu'on croit des variables potentielles de confusion dans le modèle, et donc on a un effet ajusté du traitement en tenant compte des variables connues. Donc ça c'est assez facile à faire. Une version un peu différente mais conceptuellement assez semblable, c'est de faire un modèle stratifié, donc au lieu de mettre les covariables
en variables dans le modèle, on les met en fait en facteurs de stratification, chose qui n'est presque jamais faite et que personnellement je regrette, parce qu'en fait, si on fait un modèle stratifié, on a le même impact sur l'ajustement de l'effet du traitement, mais par contre, on ne fait pas une hypothèse d'hasard proportionnel sur les covariables. Et donc, c'est un modèle qui, à mon avis, devrait être souvent préféré au modèle de Cox, où on a beaucoup de covariables. David vous a aussi parlé des scores de propension. Finalement, le score de propension tombe dans la même classe de modèles. C'est un modèle qui permet d'ajuster l'effet du traitement en tenant compte de variables de confusion. L'intérêt du score de propension, c'est qu'au lieu de modéliser les variables directement dans le modèle, en fait, on passe par ce score de propension qui, comme vous l'a dit David, est en fait simplement la probabilité qu'un malade reçoive l'Avastin étant donné les covariables. Donc plutôt que de modéliser directement la survie, on modèle un score de propension et puis on met le score de propension dans le modèle de survie. Donc ça a plein d'avantages, notamment s'il y a des données manquantes, etc. C'est une bonne méthode pour faire cela. Et donc Esmé a effectivement utilisé ces méthodes et dans leur article, ils ont publié ce forest plot qui donne donc le hazard ratio de survie en fonction de différents ajustements pour les facteurs de confusion qui avaient été mesurés dans la base de données. Donc on a l'analyse princeps, l'analyse univariée, donc simplement le traitement, l'Avastin oui-non, c'est la première ligne dans ce forest plot, et vous voyez, on a un hazard ratio qui est à 0,68, si je vois bien, avec l'intervalle de confiance. Et puis si on ajuste, vous voyez, la deuxième ligne, c'est le modèle ajusté, comme je vous l'ai montré, un modèle de Cox avec les covariables. Troisième ligne, c'est le modèle ajusté avec le score de propension. Et donc vous voyez qu'en fait, l'effet du traitement ne bouge pas beaucoup. Ça bouge un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis il y a eu d'autres méthodes utilisées aussi avec un matching, donc avec un appariement des cas ou des patientes dans les deux dernières lignes. La conclusion ne change pas en fait. Ces ajustements ont un petit impact sur la survie, sur l'estimation de l'effet du traitement sur la survie, mais pas assez pour changer qualitativement notre attitude. L'effet du traitement subsiste malgré l'ajustement. Mais évidemment, on n'a tenu compte que des variables mesurées. Et ça, c'est le gros problème. On a tenu compte des variables de confusion connues, mais par définition, on n'a pas pu tenir compte des variables de confusion non connues. Et la différence qui a fait que certains d'entre vous ont voté pour les données de vie réelle et d'autres ont voté pour les données des essais, je pense qu'elle est là. Ceux qui ont voté pour les données de vie réelle croient, à tort ou à raison, que les variables de confusion ne sont pas très importantes, et ceux qui ont voté pour les données d'essai se disent les variables de confusion sont extrêmement importantes. L'effet du traitement est dû à la confusion, il n'est pas dû au traitement. Et donc, comment peut-on faire pour aller un peu plus loin dans l'analyse? Et là, je crois que la seule approche possible, c'est d'utiliser l'inférence causale. Alors, l'inférence causale consiste donc à introduire maintenant une série de variables de confusion connues ou inconnues, et c'est ça la grosse différence. On n'est pas sûr qu'on a mesuré toutes les variables potentielles de confusion. Et bien entendu, c'est le cas. Je pense qu'en réalité, il y a plein de choses qu'on ne mesure pas et qui ont un impact majeur sur la survie des patients. Et l'idée, donc, une des méthodes que je vais vous montrer un peu plus en détail, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une variable instrumentale, c'est-à-dire une variable qui va en fait être liée à la variable qui nous intéresse, c'est-à-dire l'effet du traitement par Avastin, et qui n'est pas liée ni aux variables de confusion, ni à la survie des patients. Donc en fait, une variable instrumentale est une variable définie de la manière suivante. Elle doit être non indépendante de la variable qui nous intéresse, que j'appelle x ici. Donc j'appelle x, la variable qui nous intéresse, c'est l'effet de l'Avastin, c'est le traitement par Avastin. Ce que j'appelle u, ce sont les variables de confusion. Ce que j'appelle y, c'est l'outcome, donc c'est la survie en l'occurrence. Et ce que j'appelle z, c'est la variable instrumentale. Donc, première condition, il faut que la variable instrumentale soit liée, bien entendu, au traitement. Et cette liaison, d'ailleurs, peut être dans les deux sens. Comme vous voyez, le traitement peut impliquer la variable instrumentale ou la variable instrumentale peut impliquer le traitement. Vous allez voir ça dans un exemple qui rendra les choses un petit peu plus claires dans une seconde. Mais avant que je passe à l'exemple, la deuxième condition, et la troisième d'ailleurs, les deux autres conditions auquel doit satisfaire la variable instrumentale, c'est qu'elle doit être indépendante et des variables de confusion. Vous voyez, il faut qu'il n'y ait pas de relation entre cette variable instrumentale et tous les facteurs potentiels de confusion, et aussi qu'elle soit indépendante de l'outcome, donc de la survie, conditionnellement au fait d'avoir donné l'Avastin ou pas. C'est-à-dire que le seul effet de la variable instrumentale sur la survie
ne peut être que mitigé par la variable qui nous intéresse, la variable explicative, donc en l'occurrence le traitement par Avastin. Et voilà ce qui définit une variable instrumentale. Alors je vais vous donner un exemple, parce que c'est vrai que quand on voit ça pour la première fois, il faut un petit peu se tordre les méninges en disant qu'est-ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple que personnellement je trouve extrêmement clair. Imaginez que vous soyez un épidémiologiste et que vous essayez de montrer qu'il y a un effet du tabagisme, du tabagisme sur la santé. Si vous regardez simplement les gens qui fument et que vous les comparez aux gens qui ne fument pas, vous allez trouver des différences de survie ou des différences d'autres problèmes de santé, incidence de cancer, maladie cardiovasculaire. Mais de nouveau, là, il y a des facteurs de confusion en veux-tu, en voilà, donc vous ne pourrez pas conclure que c'est le tabac qui a causé ça. Donc il va falloir que vous utilisiez une variable instrumentale pour être certain de votre conclusion. La variable instrumentale, ça peut être par exemple la taxe sur le tabac. Imaginez que vous fassiez ça aux États-Unis ou même en Europe. Imaginez en Europe, les taxes sur le tabac dépendent fortement d'un pays à l'autre en Europe. Donc vous prenez comme unité d'analyse le pays et vous regardez quelle est la taxe sur le tabac dans ce pays. Cette taxe est évidemment indépendante des facteurs de confusion possibles. Le législateur fixe la taxe ou le gouvernement fixe la taxe, ça n'a rien à voir avec les facteurs potentiels de confusion, a priori. La taxe n'a évidemment aucun effet direct sur la santé, sauf s'il y a des gens qui tombent morts en entendant le taux de taxe, mais c'est peu probable. Et donc le seul effet de la taxe, c'est en fait d'encourager ou non les gens à fumer. Et de même, la taxe peut être fixée en fonction de la prévalence des fumeurs. Il se pourrait que le pays fixe une taxe très haute parce qu'il y a beaucoup de fumeurs. Donc la relation est dans les deux sens, au niveau de la relation entre la taxe et le fait de fumer. Et donc si vous utilisez maintenant cette approche pour vous demander, est-ce que dans les pays où la taxe est élevée, on a plus de décès que dans les pays où la taxe est très faible, j'aurais établi en fait une relation qui n'est pas causale, mais qui est une relation ajustée, puisque j'ai utilisé une variable instrumentale et j'ai éliminé complètement tous les facteurs de confusion. Donc c'est une méthode qui est relativement élégante, mais comme vous allez le voir, ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Ce n'est pas facile à mettre en œuvre, et j'en veux pour preuve que l'équipe de David a essayé de trouver une variable instrumentale pour l'utilisation de l'Avastin. Ils n'ont pas trouvé. Bon, il n'y a pas de taxe, donc on peut pas, il n'y a pas de prix, le prix est le même partout en France. Donc, alors, il faut peut-être trouver une variable instrumentale. Alors il se trouve que nous, on avait une situation, je pense qu'on a eu un peu plus de chance que le groupe ESME, on avait une situation exactement du même type sur lesquelles on a trouvé une variable instrumentale, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de cette problématique. Dans le cancer du côlon métastatique, l'oxaliplatine est une drogue qui est prescrite en première ligne de traitement de ces malades, mais comme vous le savez sans doute, l'oxaliplatine a une toxicité, notamment une toxicité neurologique, qui est assez limitante, et donc on essaye de ne pas donner trop d'oxaliplatine. Donc cet essai-ci, qui a été mené par l'équipe d'Emery de Gramont, Christophe Tournigan et d'autres, comparait deux régimes d'oxaliplatine. Alors là, c'est un petit peu technique, je m'en excuse. Un des deux régimes s'appelait le Folsox 4. Comme vous voyez, ils ont beaucoup travaillé sur les combinaisons d'oxaliplatine et d'autres drogues, et ça porte toutes sortes de noms bizarres. Un des régimes, c'était le Folfox 4, et l'autre, c'était le Folfox 7, 6 fois, suivi de ce régime un petit peu barbare, là, qui est le Shortened LV5FU2. Donc voici les régimes, très brièvement. Le Folfox 4 a de l'oxaliplatine à tous les cycles, le Folfox 7 a de l'oxaliplatine à tous les cycles, et le Shortened LV5FU2 n'a pas du tout d'oxaliplatine. Donc l'idée, si vous voulez, du schéma que j'ai passé, j'arrive pas à retourner. Ah si, je pense que je peux retourner comme ça. Vous voyez, l'idée de ce schéma, c'est d'avoir en haut un schéma où on donne de l'oxaliplatine à chaque cycle, et en bas, un schéma où on donne de l'oxaliplatine 6 fois, et puis on arrête. Et au moment où le malade progresse, on redonne de l'oxaliplatine et on recommence. Donc c'est en fait ce qu'ils appellent le stop and go. En fait, on essaye de limiter, si vous voulez, la toxicité de l'oxaliplatine. La question d'intérêt ici, c'était... alors voilà les résultats de l'essai, pas de différence de survie significative, une petite tendance à faire mieux avec Folfox 7, mais pas de résultats significatifs. Le but de l'essai, c'était de montrer qu'en fait, la réintroduction d'oxaliplatine avait un effet positif. C'est-à-dire qu'il valait mieux pas donner tout au départ, mais réintroduire l'oxaliplatine une fois que le malade allait moins bien. L'essai est négatif, qu'est-ce qu'on fait? Il se trouve qu'en fait, il y a plein de facteurs ici qui n'ont pas été pris en compte dans l'analyse. Qu'est-ce qui se passe au moment où le patient progresse? Par design, dans le bras Folfox 4, en fait, l'oxaliplatine devait être donnée pendant le traitement, et puis une fois que le malade progressait, il ne fallait plus donner l'oxaliplatine, il fallait passer à autre chose. 0% de patients auraient dû recevoir de l'oxaliplatine à la progression.
Ceci dit, 27% en ont reçu, donc même dans les essais, les données, elles ne sont pas tout à fait comme on le souhaiterait, c'est comme ça. Dans l'autre bras, on attendait 100% de réintroduction d'oxaliplatine par design, puisque c'est le but même de l'essai, c'est de redonner l'oxaliplatine quand le patient progresse. Donc voilà un facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'est-ce qui s'est passé au moment où les patients ont progressé? Ils sont passés à d'autres traitements. Quand vous regardez le pourcentage de patients qui ont reçu des lignes successives de traitement, vous voyez qu'il y a un grand pourcentage de patients qui ont reçu autre chose, de l'irinotécan, d'autres molécules. Et donc, en fait, ça aussi, ça a un impact sur la survie. On n'en tient pas compte dans une analyse ITT, on prend simplement la survie d'un groupe, la survie de l'autre groupe. Et donc, nous, on s'est dit, on va faire un petit peu ce qu'a fait ESME, c'est-à-dire on va voir quelles sont les variables de confusion dans cette analyse. Les variables de confusion, il y a celles qu'on a à la baseline, ce sont celles que je liste ici, donc c'est vraiment très similaire à ce qu'a fait ESME. On va construire un modèle de Cox avec ces variables. Mais on avait aussi la réintroduction d'oxaliplatine et l'introduction d'autres lignes thérapeutiques. Donc on a en fait modélisé ça avec, dans le modèle de Cox, des time dependent covariates, donc des variables dépendant du temps. Et ces trois variables ont été mises dans le modèle. C'est le temps jusqu'à la progression tumorale, le temps jusqu'à la réintroduction d'oxaliplatine et le temps jusqu'au fait que le malade reçoive l'irinotécan en seconde ligne. Donc rappelez-vous, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir si il y a un effet positif sur la survie de la réintroduction d'oxaliplatine. Donc c'est la variable en bleu qui nous intéresse principalement. Voici le modèle où on a simplement les facteurs à la baseline, donc au moment où ils entrent dans l'essai, les facteurs mesurés au moment de la randomisation. Et puis le deuxième modèle, c'est celui où on a les trois variables dépendantes du temps en plus. Et vous voyez qu'il y a deux variables qui étaient dans le modèle qui tombent, mais on a les trois nouvelles variables, c'est time dependent covariate, qui rentrent dans le modèle, et notamment le temps jusqu'à la réintroduction d'oxaliplatine, très significative sur la survie, avec une valeur de P que vous voyez là, qui est très impressionnante. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'on a tenu compte des variables mesurées. De nouveau, c'est exactement comme dans ESME. On a tenu compte de ce qu'on connaissait, mais on n'a pas tenu compte de ce qu'on ne connaissait pas, forcément, par définition. Donc, est-ce qu'on peut fiablement dire que le temps jusqu'à la réintroduction d'oxaliplatine a un impact sur la survie? À mon avis, non. D'autant plus pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des modèles avec des time dependent covariates, d'autant plus que l'interprétation de ces modèles, personnellement, je la trouve impossible. Je ne sais même pas comment il faut interpréter ces modèles. Donc, on va utiliser de nouveau notre bonne méthode de la variable instrumentale et une méthode qui a été recommandée par plusieurs auteurs. Ici, il y a une excellente référence à ce sujet. Retenez le nom du deuxième auteur, vous verrez, il va réapparaître plus tard. C'est d'utiliser la préférence. Les cliniciens ont des préférences, ou les centres, si on prend un groupe de cliniciens, ont des préférences. Ils ont des politiques de traitement qui diffèrent. Pourquoi ? C'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de raison objective puisqu'ils se basent sur les mêmes données. Mais l'interprétation des mêmes données par des gens différents mène à des préférences différentes. Et donc, on va utiliser la préférence pour l'utilisation de l'oxaliplatine en fonction du centre dans lequel les malades étaient traités. Et donc, on utilise la préférence comme variable instrumentale et nous pensons que la préférence satisfait aux trois conditions requises pour une variable instrumentale. Elle n'est pas indépendante, bien entendu, de l'utilisation de l'oxaliplatine, puisque c'est la préférence pour l'oxaliplatine. Elle est indépendante des facteurs de confusion, et elle est indépendante de la survie si on conditionne par le fait que le malade a ou non reçu cette réintroduction d'oxaliplatine. Donc nous pensons que c'est une bonne variable instrumentale. Et donc on a regardé le pourcentage de malades par centre qui recevaient de l'oxaliplatine en réintroduction. Et vous voyez qu'on avait une étendue de pourcentage très importante, puisque certains centres, 18 d'entre eux, ne réintroduisaient jamais. Aucun patient n'a été réintroduit. Il y avait d'autres centres à l'autre extrême, dans le bas du tableau, qui introduisaient plus de 40%, donc quasiment la moitié des malades étaient réintroduits en oxaliplatine. Et puis il y avait évidemment toutes les possibilités entre deux. Et donc on avait cette espèce de tableau qui montre une tendance à l'accroissement de l'introduction d'oxaliplatine, et vous voyez qu'à droite, on a le hazard ratio de la survie qui en fait baisse au fur et à mesure qu'on monte le pourcentage de patients qui reçoivent l'oxaliplatine. Donc si on admet que la préférence est une variable instrumentale valable, on a ici une preuve, ou un début de preuve en tout cas, qu'effectivement la réintroduction d'oxaliplatine a un effet sur la survie.
En fait, on a fait une régression toute simple. Vous voyez ici les résultats. Le hazard ratio en vertical en fonction du pourcentage de réintroduction d'oxaliplatine. Vous voyez les 4 points. Là, donc c'est une méta-régression, si vous voulez. C'est une régression au niveau des centres. Vous voyez qu'en fait, effectivement, il y a une tendance forte à réduire le hazard ratio quand vous montez le pourcentage de patients qui reçoivent la réintroduction. Le coefficient de la droite, le coefficient angulaire de la droite est 0,7, donc 30% de réduction du risque pour une augmentation d'une unité de pourcentage. Donc si vous traitez 10% des patients en plus avec une réintroduction d'oxaliplatine, vous pouvez calculer la réduction de hazard ratio, et cette réduction sera de 7%. Donc pour chaque 10% d'augmentation de traitement, vous avez 7% de réduction du hazard ratio. Donc c'est assez élégant, et effectivement, si on représente maintenant sur une courbe de survie les 4 possibilités en fonction du pourcentage de réintroduction d'oxaliplatine, on a effectivement un assez joli graphe qui semble confirmer ce que nous avions trouvé. Et donc, voilà ce qu'on peut faire avec l'inférence causale. Est-ce convaincant, n'est-ce pas convaincant? Je pense que c'est un début d'approche qui pourrait être utilisé, encore que dans l'étude ESME, il semblerait que ce soit beaucoup plus difficile à faire. Mais il n'en reste pas moins qu'on reste très insatisfait. On reste très insatisfait parce qu'on a d'un côté des données réelles, mais dont on ne peut pas faire grand-chose au niveau de l'inférence, et de l'autre côté des données d'essai, qui sont très bonnes parce que randomisées, mais qui sont très souvent lacunaires. Et donc je pense qu'il faut en fait avoir un nouveau rêve pour la recherche clinique. David l'a déjà mentionné, et je suis absolument d'accord avec lui. Il faut en fait se débarrasser du système actuel qui est véritablement cauchemardesque. Pourquoi? D'abord parce qu'il prend beaucoup de temps, il est trop long, et surtout parce qu'il coûte beaucoup trop cher. On considère actuellement qu'il faut 1,8 milliard de dollars pour mettre une molécule sur le marché. 1,8 milliard de dollars. Si vous regardez le pourcentage de ce qui est dépensé, 40% de ces coûts sont en phase 3. Et comme vous savez, il y a quand même plus de la moitié des phases 3 en cancérologie qui échouent. Ça veut dire qu'on paye 40% de coûts de phase 3 pour avoir seulement une molécule sur 2, dans les meilleurs cas, qui réussit. Ça n'est pas acceptable. Je pense que ça n'est pas acceptable. Il faut vraiment penser à autre chose. Il faut rêver à autre chose. Alors, il y a deux types de statisticiens, dans mon expérience. Il y a ceux qui aiment bien développer des méthodes ultra complexes pour les appliquer à des mauvaises données. Puis il y a ceux qui essayent de générer des bonnes données. Alors, Schneeweiss et d'autres se sont intéressés à faire des choses extrêmement complexes. Il y a ici, je vous l'ai mis parce que c'est sorti dans le New England la semaine dernière, donc je me suis dit, on va montrer ça. Voilà des gens qui proposent de faire une espèce d'appariement des données d'essai avec les données de vie réelle en calibrant les choses. C'est un peu compliqué. Bon, c'est lisible, hein, c'est dans le New England, c'est pas de la statistique de haut niveau. Enfin, c'est quand même un peu chiant à lire, quoi. Mais on peut le lire. Moi, je crois que ça, c'est pas la solution. Je crois que la solution, en fait, c'est de faire ça. C'est de randomiser dès le premier malade. Nous avons écrit un papier que je vous recommande vivement, qui en fait argumente qu'on peut randomiser dès le premier malade en phase 1. Il n'y a aucune raison de faire des phases 1 non randomisées, aucune. On peut randomiser le premier malade, on continue à randomiser en phase 2, on continue bien sûr en phase 3, et on continue en vie réelle. Bon, inutile de vous dire que je suis un ayatollah de la randomisation. Je pense qu'il faut randomiser tous les patients. Il n'y a aucune raison au monde de ne pas randomiser. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas entendu de convaincante. Je pense qu'on peut randomiser tous les malades, que ce soit en phase 1, phase 2, phase 3, ou même dans la vie réelle. Si on faisait cela, on pourrait faire des phases 1 comme on les fait pour la safety, des phases 2 pour l'activité du médicament, des phases 3 pour l'efficacité, et des phases 3 et des phases 4 en vie réelle pour l'effectiveness, comme le disait David, mais même pour l'efficiency, parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est trouver non seulement des médicaments qui soient efficaces, qui soient effectifs, mais qui soient aussi efficients, c'est-à-dire qui fassent bon usage de nos ressources de soins de santé. Et je pense qu'avec ça, avec un modèle comme celui-là, on devrait pouvoir faire tomber les coûts de recherche à moins d'un quart de ce qu'ils sont actuellement, parce qu'on éliminerait plein de choses que vous connaissez tous, et notamment le travail obscène des CRO. Donc on est actuellement dans ce cauchemar de la recherche centrée sur les CRO, et je travaille dans une CRO, donc je suis bien placé pour le dire. On ne fait pas de la mauvaise recherche, mais il y a beaucoup de tâches des CRO dont il faut se débarrasser parce qu'elles ne servent à rien. Je pense qu'il faut éliminer tout ce qui coûte de l'argent sans servir à rien, et il faut aller vers une recherche clinique qui soit centrée sur le patient. Tu as mentionné les objets connectés. Je pense que demain, avec l'iPhone, on va faire de la recherche clinique totalement différemment de ce qu'on fait aujourd'hui.
Et alors, on pourra générer en vie réelle des données randomisées qui, du coup, pourront être utilisées avec nos bonnes vieilles méthodes, l'intention to treat, randomisées en vie réelle. Et on pourra revenir au principe de Schwartz et de Louche des années 70, qui n'ont pas eu beaucoup de succès à l'époque, mais qui devraient, à mon avis, en avoir aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Donc je pense que notre espoir, c'est la technologie. Merci beaucoup.